Dans cette vidéo, on va faire exploser Bolter, écraser Bolter Junior et faire tout un tas de dingueries avec du feu et la science. Bref, bienvenue à tous dans cette vidéo où on teste 10 mythes Minecraft dans la vraie vie. Ça donne envie, hein. Beaucoup de mythes à tester au programme, mais avant, laissez-moi vous présenter la famille qui nous soutient depuis un petit moment. Oli. Oli est une alternative saine aux marques d'Ice Tea et de boissons énergisantes. Tu as la gamme Ice Tea, la gamme énergie ainsi que la gamme sportive hydration. Pourquoi choisir Oli, me demanderez-vous? Eh bien déjà, c'est plus écologique, vu qu'un seul pot de Oli équivaut à plus de 50 canettes. Et en plus, c'est sans sucre ni taurine et ce sont des arômes et colorants naturels, bien plus sains pour ton corps. Il y a aussi des antioxydants et de multiples vitamines, mais ça, c'est juste du bonus. Et si t'es un peu sec niveau énergie, tu as la New Caf, une caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Personnellement, mon goût préféré se trouve dans la gamme Ice Tea, avec notamment l'Ice Tea melon. En témoigne mon pot quasiment vide, va falloir que j'en rachète. Si seulement j'avais un code de promo. Et sachez que pour moi, il est talonné de près par l'Ice Tea Pastèque. Amateur d'Ice Tea comme moi, foncez, c'est une dinguerie. Pour préparer le tout, rien de plus simple. Tu prends une cuillère, tu la mets dans le shaker, tu verses de l'eau, tu secoues énergiquement et tadam, ton Oli. En ce moment, si vous voulez découvrir Oli, quoi de mieux que les calendriers de l'Avent, avec le petit ou le très grand modèle. Comme ça, chaque jour, vous pourrez découvrir un nouveau goût Oli et même plein de surprises. Mais chut, il faut attendre décembre avant de l'ouvrir. Après, peut-être que je les ai déjà ouverts. Ça, on sait pas. Sachez que vous avez un prix spécial si vous commandez le calendrier dès maintenant avec l'offre Super Early Bird jusqu'au 4 octobre et après on passe à l'offre Early puis au prix classique. Et si jamais vous êtes intéressé par une gamme en particulier, alors ils font également des box découvertes par gamme. Tout est à retrouver dans la description. Encore un immense merci à eux de nous soutenir à la fois sur Crash Lab et sur Science Coder aujourd'hui. D'ailleurs, profitez de 5 € de réduction sur votre première commande grâce au code TheScienceCoder5. Sachez que ça soutient énormément la chaîne, alors merci par avance. Sur ce, c'est parti pour tester 10 mythes Minecraft dans la vraie vie. Bonjour à tous, c'est Lenny et aujourd'hui je vous propose de nous plonger dans le monde de Minecraft et d'utiliser la science pour tester plein de trucs. Mais pour ça, il faut revenir dans le monde IRL car oui, aujourd'hui on va remettre au défi Minecraft et savoir si ce jeu cubique est réaliste ou non. Dans les armes que nous avons à disposition pour se défendre dans Minecraft, nous avons les classiques avec épée, arbalète et arc. Saviez-vous que si vous tirez une flèche à travers plusieurs foyers de feu, celle-ci se transforme en flèche enflammée, sans même avoir besoin d'aucun enchantement dessus? Naturellement, pour tester ce mythe, il me faudra connaître plusieurs valeurs, celle de la distance que la flèche parcourt dans le feu, ainsi que sa vitesse. Pour ce qui est de la distance, rien de plus simple, il nous suffit d'aller dans le jeu Minecraft et de tester plusieurs configurations possibles. On peut ainsi voir que lorsque la flèche traverse un seul bloc de feu, elle ne s'enflamme pas, cependant sur 3 blocs espacés, la flèche finit sa course entièrement enflammé. Ok, donc il va falloir que notre flèche en bois passe au travers d'au moins 3 mètres de feu. Pour cela, j'ai fabriqué ce couloir en métal dans lequel je vais déverser mon essence avant d'y mettre le feu et de faire passer notre flèche à pleine vitesse tout droit dedans, vers notre cible. Mais avant de tout faire cramer, j'ai besoin d'une dernière donnée, celle de la vitesse d'une flèche dans le jeu. Et pour ça, rien de plus simple, on réouvre le jeu et on tire des flèches et on peut voir qu'elle parcourt la distance de 5 blocs en 4 images. Sachant que la fréquence de rafraîchissement de mon logiciel de capture est de 30 images par seconde, cela nous donne 135 km/h. Donc il va falloir que notre flèche atteigne les 135 km/h. Eh ben ça tombe bien, parce que j'ai un arc et des flèches. Et en plus, il se trouve que j'ai fait du tir à l'arc dans mon enfance et que j'étais même champion départemental. Voyons voir si j'ai gardé mon niveau. Ouais, bon après c'est un arc de gaucher et ça fait 15 ans que j'en ai pas fait. On peut pas faire de miracle non plus. Bon, comme vous pouvez vous en apercevoir au fur et à mesure de mes salves, mes tirs ne sont pas vraiment précis, ce qui fait que je risque de souvent louper le couloir de feu, et en plus, impossible de contrôler correctement la vitesse de mes flèches, donc je vais devoir changer de méthode, et pour ça, il va falloir sortir les outils. Mon but est de reprendre mon canon à boule de pétanque, qu'on a utilisé pour l'épisode Est-ce qu'un boulet de canon peut être dévié par des aimants, et de le repenser pour tirer des flèches. Pour commencer, je vais prendre des tiges de bois et les découper à la taille d'une flèche classique, sans oublier bien entendu de les poncer au bout pour créer un pic qui puisse se planter dans la cible. Maintenant que j'ai mes flèches, je vais prendre un tube en acier d'un diamètre légèrement plus grand, le découper à la bonne taille et le raccorder à une cuve sous pression grâce à un tuyau en PVC souple. Et voilà, une sarbacane géante. Maintenant que j'ai de quoi tirer mes flèches et qu'elles partent tout droit, j'ai besoin de savoir combien je vais devoir mettre de pression dans cette cuve pour faire atteindre la vitesse de 135 km/h à ma flèche. Et pour ça, sans grande surprise, il faut faire des tests. Et des tests, on en a fait tout un tas en tirant à différents niveaux de pression dans notre sarbacane géante. Les résultats les plus significatifs se trouvent à partir de 3 barres de pression où notre flèche atteint un bon 60 km/h, mais bien trop loin des 135 recherchés. En poussant un petit peu plus, on arrive à 8 barres de pression et notre flèche fend l'air à plus de 120 km/h. Décision a donc été prise de tirer à 8,5 barres de pression. Donc je vais tirer à plus de 8 barres de pression ma flèche qui ira dans un couloir de feu de plus de 3 mètres pour terminer sa course dans la cible, et à ce moment-là, on verra si oui ou non elle finit en feu.
Comme vous avez pu le constater, le bout de mon canon est troué pour laisser passer de l'air et réduire la quantité de vent qui sort du canon qui pourrait potentiellement éteindre les flammes, comme on a pu le constater avec certains essais hors caméra. Tout est installé, tout est prêt, je vais allumer le feu, mettre mon masque. Sachez que le hangar est ventilé, tout est fait dans un cadre sécurisé. Bref, c'est parti pour l'expérimentation. Ok, c'est parti pour le test de la flèche Minecraft à travers 3 mètres de feu. Dans 3, 2, 1. Bon, comme vous pouvez le constater, notre flèche ne s'est pas enflammée malgré le fait qu'elle soit passée à travers un couloir de 3 mètres de feu. Les images sont belles, mais c'est tout. Pour le moment, le mythe commence mal. Et pour ceux qui se demanderaient, oui, la flèche est bien passée à travers le feu. En témoigne le fait qu'elle coupe les flammes, ou encore mieux, grâce à la vue de la GoPro. Ok, test numéro 2. Dans 3, 2, 1. Et rebelote. Pas de flèche enflammée à l'horizon malgré le fait qu'elle est tapée dans la rigole, ce qui a projeté de l'alcool à brûler un petit peu partout. Là, le mythe commence à avoir sérieusement chaud aux fesses. Bon, ben ça marche pas. La flèche passe bien trop vite pour prendre la moindre chaleur possible. Mais j'ai tout de même envie que ça fonctionne, et pour mettre toutes les chances de notre côté, je vais imbiber la flèche d'essence. Tout simplement. Et après on va retirer à travers le feu. Ok, ça fait plus d'une demi-heure que notre flèche est en train de s'imbiber d'essence. On va l'enlever d'ici. Hop, la charger et la tirer. C'est parti. Ok, test avec la flèche imbibée d'essence. Dans 3, 2, 1. Eh bien, même imbibé d'essence, ça marche pas. Alors pourquoi? Eh bien, sans grande surprise, c'est à cause de la vitesse de notre flèche. Voyez-vous, le bois brûle parce que ses composés chimiques se décomposent grâce à une chaleur initiale de 150 degrés minimum, ce qui libère du gaz qui, en réagissant avec l'oxygène, produit de la chaleur et donc de la lumière, c'est ce qu'on appelle la combustion. Vous l'aurez compris, atteindre les 150 degrés initiales est impossible au vu de la vitesse de notre flèche et du peu de temps qu'elle passe dans les flammes. Et même en la laissant plusieurs secondes dedans, cela ne fonctionnera pas tant notre bois n'aura pas atteint sa température idéale. Bon, ben j'aurais tout essayé. D'abord en réduisant la vitesse de la flèche, puis en l'imbibant d'essence, mais même avec ça, ça marche toujours pas. La flèche enflammée à travers des blocs de feu, définitivement mis bidon. Dans Minecraft, un élément important de votre aventure sera l'obsidienne. Elle vous permet par exemple de créer un portail menant vers un autre monde. Il y a deux façons de l'obtenir, en la trouvant et en la minant, ce qui est très long et fastidieux, ou alors en la créant vous-même en mélangeant de l'eau avec de la lave et hop, comme par magie, un magnifique bloc d'obsidienne. Et c'est justement ce mythe qui est revenu le plus souvent quand on vous a demandé sur Insta ce que vous vouliez voir de Minecraft dans la vraie vie. Et ça tombe bien car on a déjà réalisé cette expérience dans la vidéo sur Fuse 3. Et oui, dans cette vidéo, on a recréé de la vraie lave qu'on a portée à fusion à plus de 1500 degrés. Une fois liquide, on l'a plongée dans l'eau. Alors oui, dans le jeu, il faut mettre de l'eau dans la lave et non pas l'inverse, mais croyez-moi, ça ne change strictement rien au résultat. Au final, on aura de la lave refroidie très friable et rugueuse, loin de l'obsidienne qui dans la vraie vie est lisse et dure. Donc non, mettre de l'eau dans la lave, ça fait pas de l'obsidienne. Mythe bidon. Minecraft est de base un jeu de minage et il se trouve que pour ne pas se dégoûter du jeu trop rapidement, les objets que l'on récupère comme les cubes de roche ou les minerais sont capés par stack de 64 éléments. Si on prend un inventaire classique, nous sommes à 36 slots, 36 cases dans lesquelles nous pourrons entreposer 64 éléments. Là, dans notre cas, il sera question de lingots d'or. Du coup, si on remplit entièrement notre inventaire de 64 lingots d'or sur 36 cases, cela nous donne 2304 lingots. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à connaître la taille d'un lingot pour déterminer son poids et terminer le calcul. Si je m'en réfère à nouveau à notre jeu favori, je dirais qu'un lingot fait environ un tiers de bloc au sol, ce qui nous donne approximativement 30-33 cm. Et si on s'en réfère à la vraie vie, un lingot d'or d'une trentaine de centimètres, ça équivaut à un lingot de 12,5 kg. En tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus avec une moyenne de 25,5 cm de longueur. Donc si on en revient à notre calcul, cela fait 12,5 kg le lingot, soit 800 kg le stack de 64, et si on remplit tout notre inventaire de 2304 lingots, cela nous donne 28 800 kg. Oui, 28,8 tonnes dans le sac à dos, ça fait beaucoup. Et pour tous ceux qui se demandent combien ça fait d'argent tout ça, et bien vu le prix de l'or en ce moment, c'est-à-dire aux alentours de 71 000 € le kilo, ça nous donne une fortune sac à dos estimée à 2 44 800 000 €. Un beau paquet de fric.
Et bien là, c'est très simple puisqu'on a juste à reprendre les calculs d'avant. Au lieu d'un lingot de 12,5 kg, on va prendre un bloc d'or qui, pour info, est fabriqué dans le jeu à partir de 9 lingots d'or, soit 112 kg. Cependant, un bloc Minecraft, je le rappelle, équivaut à 1 mètre cube. Du coup, en prenant la densité de l'or, on arrive à une aberration de 19 300 kg d'or en un seul bloc. Donc oui, pour le jeu, 9 lingots de 12,5 kg équivaut à un cube de 19,3 tonnes. Ah, si seulement ça pouvait être ça aussi dans la vraie vie. Du coup, en reprenant nos calculs, à savoir que nous pourrions avoir 2304 items d'un même genre dans notre inventaire, nous pouvons faire la multiplication suivante, 19 300 kg fois 2304, ce qui est égal à 44 467 200 kg d'or, soit environ 44 000 tonnes. Là, je suis quasiment sûr et certain que c'est impossible, car déjà un bloc de 19 tonnes c'est mort, mais là, on parle de l'équivalent de 4 tours Eiffel. Et en équivalent monétaire, ça représente une somme astronomique de 3 157 171 200 000 euros. Et pour ceux qui se demanderaient combien pèse votre inventaire en fin de session de minage, c'est-à-dire entièrement rempli de roches, eh bien ça fait 3 686 400 kg, soit 3686 tonnes. Rien que ça. Il y a un objet sur Minecraft qui est assez compliqué d'avoir dans le jeu et pourtant pas grand monde l'utilise, c'est l'éponge. L'éponge Minecraft vous sert avant tout à absorber l'eau autour d'elle pour devenir une éponge mouillée. Aujourd'hui, je me pose la question de si l'absorption de l'eau est réaliste ou non. Dans un premier temps, je vais essayer de voir combien de blocs d'eau l'éponge peut absorber sur un terrain plat. La réponse est 60 blocs d'eau sans compter celui qui est remplacé au milieu. Donc sans même faire de grands calculs, cette éponge absorbe 60 fois son volume en eau. Eh bien c'est ce qu'on va voir, et pour faire cette expérience, j'ai avec moi une éponge de 5 cm sur 5 qui va devoir absorber l'eau de tout cet espace. Et quel espace? On parle tout de même de plus de 60 cases de 5 cm sur 5 remplies d'eau qu'on a au préalable colorées en bleu pour refaire un petit peu comme dans Minecraft, et aussi parce que c'est plus joli. Bon, en vrai, je vais pas vous le cacher, j'y crois pas trop. On a une éponge de 5 cm3 qui va devoir absorber l'équivalent de 7 litres et demi d'eau. Ça me paraît beaucoup, face à l'expérience. Bon, bah ça marche pas, comme on pouvait s'y attendre. Mais combien ça a absorbé d'eau? Eh bien pour le savoir, je vais tout verser là-dedans. Donc résumons, sur les 7500 ml d'eau, notre éponge a absorbé 100 ml, soit 1,33%. Alors je m'attendais à ce que ça marche pas, mais à ce point, c'est consternant. Même en y mettant toutes les éponges que j'avais, ça a pas vidé le bassin du tout. Alors j'en vois certains venir, mais les éponges les plus efficaces en termes d'absorption peuvent aspirer jusqu'à 20 fois leur masse sèche. Autant vous dire que peu importe le type, cela reste impossible qu'une éponge absorbe 60 cubes de sa même taille. Bon, ben même en y mettant plein d'éponges, ça marche pas. 1000 bidons. Le bouclier dans Minecraft, il sert à se protéger des attaques de quasiment tous les ennemis. Il peut ainsi bloquer des flèches, des tirs de blaze, des attaques à la hache ou même des explosions de TNT ou de creeper. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si le bouclier de Minecraft est efficace dans la vraie vie en se basant sur celui du jeu. Bon, après plusieurs heures de travail, en vrai j'ai juste découpé une planche et j'y ai rajouté les bords en fer, le voici, le voilou, le bouclier Minecraft. Alors je vais pas vous cacher qu'il est grand et qu'il pèse un sacré poids. Et d'ailleurs on va le peser, tiens. Et pour peser, il pèse son poids. Le problème d'avoir un bouclier de plus d'1,50 m de haut sur 50 cm de large et 5 d'épaisseur, le tout en bois, c'est qu'on atteint très vite les 20 kg. C'est un bouclier bien grand et bien lourd. Alors oui, je ne suis pas très grand, ce qui fait que ce bouclier paraît immense, mais même pour une personne de bonne taille, il reste massif et démesuré. Mais je me pose une question, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir ce genre de bouclier au combat? Alors ça tombe bien que tu poses la question parce que ça me fait penser à deux trucs qui ont réellement existé. On a par exemple à l'époque de la guerre de Troie, avec Achille, Hector et Ulysse, un héros un peu moins connu, Ajax, qui porte un immense bouclier. Bon, ce bouclier il est considéré comme un peu rétro pour l'époque, on appelle ça un bouclier tour parce que ça, bah oui, ça a la forme d'une tour quoi. Voilà. Ce genre-là il existe aussi en Asie et il sert à faire de grandes formations défensives au combat, on le voit dans plusieurs films. À la fin du Moyen-Âge, tu as également ce qu'on appelle des pavois qui fonctionnent un peu comme des murs mobiles et servent surtout aux arbalétriers à pouvoir recharger et tirer à l'abri. Les premiers modèles de ce genre sont décrits comme des boucliers grands comme des portes et ça veut pas dire qu'ils ont pris des portes pour les fabriquer, hein. Je dis ça parce que c'est un peu ce que t'as l'air d'avoir fait avec ton truc là. Traduction, ouais, c'est bien de la merde. Après cet interlude historique de notre cher Icarus de la chaîne Histoire Appliquée, allez voir sa chaîne d'ailleurs, ça vaut vraiment le coup d'œil, nous allons nous lancer à l'assaut de ce bouclier et le tester en situation réelle et voir s'il est efficace. On va commencer par lui tirer des flèches dessus, lui envoyer des boules de feu comme les blazes, l'attaquer plusieurs fois à la hache pour finir par voir s'il peut bloquer et contrer une explosion et voir s'il est vraiment efficace. Test numéro 1, bouclier versus flèche. Pour faire ce test, on va réutiliser le système qu'on a vu juste avant en essayant de tirer nos flèches à plus de 135 km/h en mettant 8,5 barres de pression à l'intérieur de notre canon. Ainsi, on va pouvoir reproduire une attaque de squelette Minecraft contre notre bouclier. Cette fois-ci, petit changement, nos flèches n'ont plus une pointe en bois, mais des pointes en inox. Pourquoi? Ben principalement car j'ai pas de silex pour reproduire les flèches du jeu, et aussi parce que je veux mettre toutes les chances de notre côté. Bref, assez de blabla, place au tir.
Bouclier contre flèche Minecraft dans 3, 2, 1. Test 2 dans 3, 2, 1. Bouclier versus flèche avec pointe en bois. Bouclier contre flèche Minecraft, c'est validé. Maintenant, bouclier versus tir de blaze avec deux boules différentes, une qui fait des étincelles et une qui fait du feu. C'est parti. Test avec boule de feu, c'est parti. Bouclier versus tir de blaze, c'est validé. Bouclier Minecraft versus boule de neige, c'est parti. Ah, j'ai loupé le bouclier, merde. Bouclier Minecraft versus hache. Même si Bolter fait un peu la tête, bouclier versus hache, c'est validé. Maintenant, bouclier versus TNT. Et pour ça, on s'est décalé d'endroit, on est dans notre carrière préférée. La carrière dans laquelle on a déjà fait pas mal de bêtises et qui va nous servir de terrain de jeu à nouveau pour notre explosion de TNT. Alors oui, désolé de vous décevoir, mais ce ne sera pas du tout une réelle explosion de TNT, car en prenant comme base le fait que notre cube Minecraft fasse 1 mètre cube, alors selon la densité de notre explosif, à savoir 1,65 g par centimètre cube, cela nous donnerait 1650 kg de TNT. Et une explosion d'une tonne 6 de TNT déjà, c'est impossible à faire en France, et ensuite ça pulvériserait absolument tout aux alentours. Donc désolé, mais ça va pas être possible. Donc on va rester sur un bloc de 30 cm sur 30 et désolé de vous décevoir, mais non, ce ne sera pas du TNT à l'intérieur, ce sera un cocktail fait maison dont je ne vous dirai bien évidemment absolument rien. Mais ça devrait nous donner un joli spectacle. Donc nous avons notre bloc TNT, notre bouclier Minecraft juste devant et derrière nous avons Bolter et on va pouvoir voir s'il va prendre des dégâts. Et pour ce qui est du baril, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour retenir le tout. Bouclier Minecraft versus TNT dans 3, 2, 1. Bon ok, c'est pas une explosion de TNT, mais ça a quand même de la gueule. Et puis si vous voulez vraiment revoir ce bouclier Minecraft versus du vrai explosif et savoir si par exemple il peut protéger d'une onde de choc mortel, va falloir me montrer que vous êtes motivé. Et comme ça coûte v'là cher de faire des explosions, allez, on se dit à 50 000 likes. Et oubliez pas de vous abonner aussi pour plus de vidéos de ce genre. Bon bah bouclier Minecraft versus TNT maison, c'est validé et c'est pas Bolter qui dira le contraire. Et même bouclier Minecraft versus tout le reste, mythe plausible. Dans Minecraft, on peut tout faire. On peut miner des blocs, tuer des zombies, mais surtout creuser. Et pour ça, on utilise la sainte pelle pour pouvoir enlever de la terre, de la neige ou encore du sable. Et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Dans un premier temps, on va calculer combien de temps on met sur Minecraft pour creuser un bloc de sable. Pour cela, rien de plus facile, on ouvre notre jeu, on charge notre monde, on prend une pelle en fer et c'est parti. Et voilà, oui, fallait pas cligner des yeux. 10 centièmes de seconde, rien que ça. Bon, je vais pas vous cacher que même avec toute la meilleure volonté du monde, creuser 1 mètre cube de sable dans la vraie vie en 10 centièmes de seconde, ça va être un petit peu compliqué. Surtout qu'on parle ici d'un cube de 1 mètre de long sur 1 mètre de large sur 1 mètre de profondeur. Oui, ça va être impossible, mais impossible n'est pas Sans Codeur. Bref, c'est parti. Tu me donnes le top? 3, 2, 1, go, top. J'ai même pas touché le sable. Bon, vous doutez bien qu'on va pas s'arrêter là, on va essayer quand même de savoir combien de temps dans la vraie vie ça prend de creuser un trou de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre dans du sable. C'est parti? Long. Ah, ouais, d'habitude c'est Steve qui fait ça, non? Oh ouais, Steve! Bon ben là on va vous faire de l'audio description parce qu'en fait les micros ont pas marché pendant le tournage, donc salut Radi. Bah, salut, bah écoute c'est un plaisir hein, de te rejoindre dans cet échec auditif. Bon bah là on creuse hein. Creuse. Ah c'est qui derrière le mat? Oh tiens! Oh allez bah dis donc Radi! Bah, ça fait longtemps! Ah bah ça fait depuis au moins 3 minutes! Ah puis là ça creuse, ça creuse. Ah bah on s'arrête pas hein, c'est là on était déter hein. Ah bah tiens. Et là on creuse et là, De la ah bah flotte. tiens, on arrive sur quoi? Sur fer.
Bon, comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a de l'eau au fond du trou alors qu'on n'a même pas encore creusé 1 mètre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur une plage et qu'on est au niveau 0 de la mer. Donc l'eau qu'on a ici, c'est tout simplement l'eau qu'on a dans la mer Méditerranée. Et oui, j'ai fait exprès de prendre comme exemple un cube de sable au bord de la plage lors de l'extrait sur le jeu, car il est impossible de creuser l'équivalent d'un cube de sable dans la vraie vie tout en étant au même niveau que la mer. Il y a forcément un moment où on creusera plus bas que le niveau d'eau, ce qui fait qu'on ne pourra pas aller plus bas. Et comme vous pouvez le voir, même en étant à une centaine de mètres de la plage, ça reste pareil. La version corrigée du jeu ressemblerait plus à ça. Ouais, mid bidon. Et ne vous inquiétez pas, on a bien rebouché le trou juste avant de reprendre nos affaires et partir pour le mythe suivant. Pour construire sa maison dans Minecraft, on a généralement besoin de bois pour la structure globale et de verre pour les fenêtres. Et pour créer du verre, rien de plus simple, il vous suffit de prendre du sable, de le mettre dans un four pour le faire fondre et hop, du verre. Mais est-ce que ça peut marcher dans la vraie vie? Est-ce que juste en allant récupérer du sable à la plage et en le faisant fondre, on peut recréer un verre aussi beau que celui du jeu? Eh bien pour y répondre, rien de plus simple. Nous avons à notre disposition du sable que j'ai difficilement récupéré à la force de mes bras, un four capable d'aller jusqu'à plus de 1500 degrés, bref, on a tout, c'est parti pour faire l'expérience. Ok, première étape validée, j'ai mis le sable dans le creuset, maintenant plus qu'à mettre dans le four, à attendre environ 1 heure, 1 heure et demie que le four monte à 1500 degrés et on verra le résultat. Ok, ça fait plus de 2 heures que le four est allumé, on a atteint la température de 1500 degrés il y a à peu près une demi-heure. Maintenant, il est temps de voir le résultat. Alors je sais que c'est pas mon métier, je sais que je m'y connais pas, mais je suis quasiment sûr et certain que c'est pas du verre. Voici notre sable après 2 heures dans un four à plus de 1500 degrés. On est pour l'instant très loin d'un verre Minecraft. Mais pourquoi ça marche pas? Pourtant j'ai fait exactement comme dans le jeu, j'ai pris du sable, je l'ai foutu dans un four, en plus un four qui va jusqu'à 1500 degrés. Mais pourquoi ça marche pas? Eh bien pour avoir la réponse à cette question, je pense qu'on va se tourner vers un professionnel. Et on se retrouve avec François, verrier de Saint-André, qui va nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Alors j'aimerais savoir pourquoi en prenant ce sable de plage et en le faisant fondre à 1500 degrés, ça me donne ce bloc. Alors, parce qu'il faut initier la fusion de la silice. Donc on ne peut jamais mettre en fusion de la silice pure, même de la plus belle que celle-ci. Il faut toujours l'amalgamer, l'initier avec un verre déjà existant. Alors en fait les premiers, ils n'avaient pas de verre. Donc ils ont pris du quartz, ils ont pris du verre naturel qui traînait une sorte de pierre précieuse. Ils l'ont amalgamé à du sable, assez fin, beaucoup plus fin que celui-ci. Et ils ont rajouté aussi, pour accélérer une belle fusion, une belle cristallisation, des éléments minéraux. Ce que François est en train de nous dire, c'est que faire fondre du sable seul pour en faire du verre, c'est impossible. Il faut impérativement qu'il soit additionné à d'autres minéraux ou du verre déjà existant. Donc oui, c'est pas si facile d'en créer, et comme le dit François d'ailleurs... C'est assez complexe hein, le verre, mais c'est déjà pas mal. On est loin du verre Minecraft. On voit pas trop à travers. Bon ben, faire du verre avec du sable comme dans Minecraft, mythe bidon. Dans Minecraft, la gravité a une drôle de façon de se comporter. Lorsque vous cassez des arbres, ils l'évitent carrément, par contre, le sable ou le gravier, eux, sont affectés par la gravité. Et cela a tendance, lorsqu'on mine par exemple, à nous créer des pièges qui, au mieux, nous font quelques dégâts et au pire, nous tuent. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si l'équivalent de la chute d'un cube de sable Minecraft dans la vraie vie nous fait réellement des dégâts, ou pire. Et pour tester ça, qu'une seule solution, le refaire en grandeur nature. Pour ça, nous avons un bac d'une tonne de sable, presque une tonne de sable, Bolter, ainsi qu'une grue capable de soulever notre tonne de sable au-dessus de Bolter et le lâcher. Alors oui, certains feront remarquer qu'un mètre cube de sable pèse environ 1,6 tonne. Malheureusement pour aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de lever un tel poids. Notre grue, même si puissante et impressionnante, n'allant pas jusque là, nous allons devoir faire l'expérience avec moitié moins de poids, soit 800 kg de sable. Et autre chose aussi, nous avons pris la décision de ne pas lâcher le sable progressivement, mais de garder le Big Bag entier pour simuler exactement la chute d'un bloc uni de sable comme dans Minecraft. Bref, place à l'expérience. Attends. La sécurité avant tout chez Science Coder. Ah oui, dernier truc pour ceux qui se demandaient combien de temps pour creuser 1 mètre cube de sable dans la vraie vie, bah en solo, c'est 10 minutes environ. Et en plus d'être lent, c'est épuisant. Alors, allons voir si Bolter Junior a pris des dégâts ou pas. Allô?
y a quelqu'un... Ah, il y a ses bras, il y a ses bras. Il y a ses bras ici. Je crois qu'il a pris des dégâts, non? Parce que là, là, il y a les bras. Là, il y a une jambe, mais il y a une jambe là aussi. Et dites-vous que là, on était à peine à la moitié du poids d'un cube de sable normal. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 800 kg ici, et ça a donné ça. Donc imaginez avec une tonne 6 maintenant. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même dégager Bolter Junior de là-dessous et voir ce qu'il en reste. Ben, un cube de sable Minecraft qui vous tombe dessus dans la vraie vie, ça fait mal. Je dirais même que c'est mortel. Cependant, le casque va très bien. N'oubliez jamais de mettre votre casque de chantier. Toute bonne aventure Minecraft passe par l'exploration du monde qui vous entoure. Le problème, c'est qu'assez vite, vous allez retrouver face à une gigantesque étendue d'eau, un véritable océan. Il vous faudra alors construire un bateau. Pour cela, rien de plus simple, 5 planches et hop, un magnifique bateau. Bon, après c'est Minecraft, hein, donc forcément le bateau est un petit peu cubique. Cependant, je me suis toujours posé la question de savoir si ce bateau était vraiment viable et efficace dans la vraie vie. Et pour le savoir qu'une solution, le construire. Et quelle construction! Première étape, découper toutes mes planches puis les coller entre elles pour créer la structure principale de mon bateau. J'y mets du mastic pour étanchéifier le tout. J'ajoute également des éléments supplémentaires pour consolider le fond. Une fois que tout est sec, je découpe et ajoute les planches de décoration sur les 4 côtés. Je ponce le tout et applique ensuite un vernis sur mon bois pour l'imperméabiliser. J'en rajoute une seconde couche à certains endroits pour recréer le skin du bateau de Minecraft. Plus qu'à me coller à faire les rames qui elles tiendront exceptionnellement avec de la colle ainsi qu'une vis et hop, 8 heures de boulot condensé en 20 secondes. Et voilà, le bateau est maintenant terminé, il est tout beau, il est prêt à être mis à l'eau. Alors comme vous avez pu le voir comparé à celui de Minecraft, j'ai rajouté un système pour porter les rames. Et comme vous avez pu le voir aussi, j'ai un gilet. C'est bon, le gilet est là, ne vous inquiétez pas. Bon, j'espère qu'il va flotter, en tout cas, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Je rappelle que l'entièreté du bateau tient avec de la colle. J'espère que ce sera suffisant, normalement oui. Bref, c'est parti pour la mise à l'eau. Ok, il flotte bien pour l'instant. Béné, tu vas béné. C'est ciao. T'es à l'aise combien sur plus? Alors... Ok, bon pour l'instant ça tient. En tout cas, bon j'ai des fourmis dans le bateau, donc je sais pas à quel moment on les a eu. Mais en tout cas j'ai pas d'eau qui rentre, donc c'est qu'il est bien fait ce bateau. Bon niveau stabilité c'est à revoir, mais en vrai en mettant un contrepoids à l'avant et en me mettant entièrement à l'arrière, je pense qu'il y a moyen que je puisse avoir un bateau stable. Là je suis en train de partir, faut que je revienne par contre. Oh ce n'est pas stable du tout. Je teste la stabilité. Je vais rester comme ça. Alors, je dirais pas que cette mise à l'eau est un échec, je dirais qu'il y a des modifications à apporter. Et les modifications en question concerneront surtout la stabilité de mon navire. Vu que tout mon poids est concentré à l'arrière, je suis obligé d'ajouter d'énormes pierres à l'avant pour faire un contrepoids et normalement, ça devrait régler le problème. Ok, après avoir lesté le bateau à l'avant, on est beaucoup plus stable. Je suis beaucoup plus droit, je peux me pencher un petit peu sans risquer de tomber. Plus qu'à voir maintenant ce que ça donne avec les rames. C'est parti. Eh ben ça marche super bien. Ça marche super bien. Alors j'ai une dégaine approximative, mais en tout cas le bateau lui il a une belle dégaine et il fonctionne. Hey, comment ça va? Alors, il est pas beau mon bateau? Ok, le bateau est validé, plus qu'à le tester en public maintenant. Là il y a personne là. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de gens qui voient mon beau bateau. Parce qu'il est beau mon bateau. J'ai un beau bateau hein. Vous êtes... Oula, pas trop penché non plus. J'ai un beau bateau hein. Il est beau hein. Voilà. Allez, on revient petit à petit. Attention à l'impact! Ah! Arrivé. Maintenant, on se retrouve avec du public. Bon, là, je vais pas vous cacher que la séquence que vous allez voir n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors oui, le bateau rend hyper bien sur la plage. De ce côté-là, c'est nickel. Par contre, côté mise à l'eau, c'est un petit peu plus compliqué. Disons que comparé au lac, bah là, il y avait des vagues. Je coule! Allez, je coule! Aidez-moi, je coule. Ouais, bah ça y a pas dans le jeu. J'ai donc commencé à prendre l'eau à chaque vague et c'était un petit peu chaotique. Alors, il prend pas un peu l'eau. Allez.
Bon, je vais pas vous le cacher qu'au bout d'un moment, on a décidé de retourner sur la plage pour vider le bateau, car écoper à la main, bah c'est pas très efficace. Qui l'eût cru? Je décide tout de même d'y retourner, mais cette fois-ci avec un accessoire qui va tout changer. Et l'accessoire en question, c'est la tête de Steve, et je peux vous dire qu'après l'avoir mise, j'ai fait un sacré effet à tel point que les gens sont même venus dans l'eau pour venir prendre des photos avec moi. Et encore mieux, une personne m'a même filmé depuis la plage et a posté la vidéo sur TikTok faisant plus d'1,7 million de vues et 261 000 likes. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'apparemment, d'après l'auteur de la vidéo, je suis Fuse, car il a vu ma tête. Alors je sais que même si on nous a jamais vus ensemble dans la même pièce, je peux vous assurer que je ne suis pas Fuse 3. Ceci étant dit, le bateau Minecraft, c'est instable et c'est vraiment pas fait pour la mer, du coup, mis bidon. Un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez un épisode 2, n'oubliez pas de bombarder les likes et de me le dire aussi dans l'espace commentaire. Merci à Oli de nous suivre dans cette aventure. Je vous rappelle, avec le code TheScienceCoder5, c'est 5 € de réduction sur votre première commande, donc foncez. Et un immense merci également à vous de me suivre dans cette aventure. C'était Lenny pour 10 Minecraft dans la vraie vie. Abonnez-vous. Ciao!